Bien. Monsieur... Monsieur Hissène Habré. C'est la Chambre qui a ordonné qu'on vous amène devant elle. La Chambre qui sera chargée d'exécuter soit, mais en attendant, c'est elle qui a la charge de vous juger. Et pour cela, elle ne transige pas. Que vous soyez consentant ou non, elle a ordonné que vous soyez amené de force. Et en tous les cas, comme vous connaissez très bien ce principe, cet adage, force reste à la loi. Bien, maître, est-ce que vous pouvez donner lecture de l'ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la chambre extraordinaire de M. Hissène Habré? Voilà. Ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la Chambre africaine extraordinaire d'assises. Nous, Jean Kandé, Souleymane Teliko, Absatouli Diallo, Abdul Aziz Diallo, juge à la Chambre africaine extraordinaire d'instruction au sein des juridictions sénégalaises, vit l'information suivie contre un Hissène Habré, né en 1942 à Faya-Lacho, de Habré Michilami et de Corée de Bila, de nationalité tchadienne, juriste, administrateur civil, domicilié à Dakar au quartier Wakam, BP 10364, inculpé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, détenu suivant mandat de dépôt du 2 juillet 2013. Hissène Habré est né en 1942. Il a passé son enfance dans sa ville natale de Faya. Il a fréquenté l'école primaire jusqu'au niveau du certificat d'études dans cette ville. Après l'obtention de son certificat d'études, il a été recruté comme membre du personnel local des éléments militaires français basés à Faya. Et ceux-ci ont remarqué très tôt qu'il est doué d'une très grande intelligence et d'une grande vivacité d'esprit. Alors leur chef, le préfet du BET, du Barkou Enedi Tibesti, recommande son dossier aux autorités centrales pour un poste dans l'administration territoriale. C'est ainsi qu'Hissène Habré a été nommé en décembre 1959 comme sous-préfet adjoint du Barkou à Faya. Après avoir servi pendant quelques années à Faya, il est nommé sous-préfet intérimaire à Mao, dans le Kanem, puis sous-préfet titulaire à Moussoro le 23 juillet 1963. Il ne mettra pas beaucoup de temps à Moussoro car, bénéficiaire d'une bourse d'études, il doit s'envoler en France pour des études. À la fin de l'année 1965, notamment en novembre, il est rentré au pays et est aussitôt nommé à un poste de directeur au ministère des Affaires étrangères. Et en 1971, le président Tomalbaye fait appel à Hissène Habré pour l'associer à sa politique de réconciliation nationale. La chargée de mission auprès, non pas de Abbassidik, mais plutôt du DERDE. Le DERDE est le chef coutumier supérieur des Toubou, qui s'est réfugié en Libye depuis 1966, suite à des exactions perpétrées par des jeunes administrateurs tchadiens inexpérimentés sur sa population. Mais une fois arrivé dans la capitale libyenne, M. Habré, qui nourrissait son propre rêve de grandeur, a préféré tourner le dos à Tombalbaye, adhérer au Frolina et s'est lancé dans l'arène politique. On peut parler également de la stratégie du positionnement anti-libyen. Cette stratégie lui a permis de séduire plusieurs puissances étrangères qui l'ont aidé à gravir les hautes marches de l'État jusqu'au poste de Premier ministre. Le dernier ressort utilisé par M. Habré pour se faire connaître est l'instrumentalisation des clivages ethniques, régionaux et religieux. À partir de là, M. Habré est déjà devenu un homme politique puissant. Il ne cherche plus à émerger, il cherche à partir de là à prendre le pouvoir.
Donc, entre 1979 et 1982, il a tenté à 3 reprises de s'emparer du pouvoir par la force. La 3e tentative s'est couronnée de succès le 7 juin 1982. Dès l'arrivée de Hissène Habré au pouvoir le 7 juin, il a adressé en fait un appel, il a lancé un appel à l'endroit de ses opposants pour leur demander de faire la paix, de se réconcilier pour construire ensemble le pays. Pendant ce temps, les troupes FAN ont commencé à faire mouvement vers le sud, qu'ils ont envahi pratiquement à la fin août, entre fin août et début septembre, c'est-à-dire à partir de la 2e moitié d'août jusqu'au début du mois de septembre 1982, les forces armées du Nord ont donc occupé le sud. Mais peu de temps après la conquête du sud, les FAN se sont livrés se sont comportés comme une armée étrangère en pays conquis, en fait, en multipliant les exactions sur les populations, les pillages, les vols se multiplient en toute impunité. Les cadres de l'administration, de l'ancienne administration, sont persécutés. Certains ont carrément été exécutés. À l'exemple du préfet du Logone occidental, Ningayo Karioum, à l'exemple du sous-préfet de Bébidja, Roassim, à l'exemple du journaliste et avocat Pierre Ousmane Touadé, à l'exemple aussi du colonel Alafi, assassiné dans son village en octobre 1982. Tous ces comportements ont fait qu'il y avait eu un mécontentement général au sud. Alors, face à cette situation, les CODO sont donc créés comme mouvement de résistance en 1983. Et ils ont commencé à attaquer les installations gouvernementales, les troupes gouvernementales, à travers des embuscades sur les pistes ou à livrer une guerre économique au gouvernement. Puisque l'économie du Tchad reposait sur le coton, donc les CODO attaquaient les marchés de coton. Vu la multiplication des actes posés par les CODO, le gouvernement a décidé de réagir. D'abord, par la force, c'est-à-dire la répression. Donc les forces gouvernementales interviennent dans les villages pour réprimer les CODO en principe, mais quand ils arrivent, les CODO, ils posent leurs actes et ils disparaissent dans la nature, dans la brousse. Donc ce sont les paysans, les populations civiles qui payent le pot cassé. Parce que ces populations sont accusées d'être les complices des rebelles. Et donc les forces gouvernementales se vengent sur la population, qui est donc souvent massacrée, et les villages sont brûlés. Et ça, la réponse du gouvernement a donc été une réponse musclée dès le départ, pendant quelques mois. Par la suite, le gouvernement a dépêché sur le terrain une mission de paix et de réconciliation. À partir d'octobre 1983, c'est la mission Djidingar. Djidingar Donongardoum était à l'époque le ministre d'État, donc en quelque sorte le numéro 2 du gouvernement, lui-même sudiste, c'était un ancien collaborateur du président Tombalbaye. En août 1984, c'est-à-dire quelques mois après la signature de ces accords-là, en août 1984, alors qu'on attendait l'intégration imminente des CODO, ceux-ci font volte-face, notamment à partir du 29 août, comme s'ils se sont concertés, les CODO désertent leur centre de cantonnement, sauf quelques rares groupes sont restés à leur lieu de cantonnement, mais la plupart des CODO ont déserté pour regagner la brousse. Pile que, face à cette volte-face des CODO, le gouvernement a réagi de façon très musclée, en dépêchant des troupes au sud et en appliquant une politique de répression féroce. C'est ce qu'on appelle au Tchad « Septembre noir », qui s'est manifesté en 2 volets. Il y a le volet militaire qui a soumis le Sud, les campagnes du Sud à feu et à sang, c'est-à-dire que les populations civiles ont été massacrées en masse, les villages ont été brûlés, parce qu'on considérait ces populations comme des complices des rebelles.
Les récoltes ont été détruites, le bétail tué. Pendant ce temps, dans les villes, c'était la chasse aux cadres. Une sorte de campagne de décapitation a été appliquée. Donc, nuitamment, parfois de jour, des cadres sont arrêtés et le plus souvent, ils ne revenaient pas. Ces événements se sont prolongés au-delà du mois de septembre, parfois jusqu'au mois jusqu'à l'année 1985. Et c'est justement à partir de 1985 que la deuxième phase de cette guerre du Sud a commencé, c'est-à-dire la phase du dialogue. En fait, en octobre 1984, le président Habré a dépêché sur le terrain une mission dirigée par Ibrahim Mamad Itno, le ministre de l'Intérieur, qui a passé plusieurs mois, je dirais même plusieurs années au Sud pour négocier avec les Kodo. Au même moment où les hostilités avaient cours sur le terrain, il essayait de prendre contact avec les différents groupes Kodo. Ensuite, ces efforts ont été renforcés par une visite, la première visite du président Habré au Sud en mars et avril 1985. Au cours de cette visite, il a lancé un appel à la paix, notamment à Sarr. Il a lancé un appel à la paix et à la réconciliation en direction des Kodo pour signer un accord. Et après ces accords, beaucoup de Kodo ont effectivement déposé les armes et rallié le gouvernement. À la faveur du remaniement du 23 mars 1986, il y a 3 leaders Kodo qui sont entrés au gouvernement. Voilà, Monsieur le Président, ce qu'on peut dire sur les rapports du gouvernement Habré avec les populations du Sud. Concernant la répression au niveau de la DDS, Direction de la documentation et de la sécurité, qu'en dites-vous? Vous savez, la DDS, c'était la terreur à l'intérieur du pays. Mais ce que je reconnais, peut-être je n'ai pas été dans des détails, parce qu'en fin de compte, nous avons fini par signer un accord, ce qu'on appelle l'accord de Bagdad, avec le régime de M. Hissène Habré. Mais quand nous avons signé l'accord de Bagdad et que nous sommes rentrés, nous savions une seule chose, que M. Hissène Habré était au courant de tout ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Et que si quelque chose pouvait nous arriver, c'était lui. La DDS était partout. Je me rappelle, après notre ralliement, après l'accord de Bagdad, sans me consulter, rien de tout, j'apprends par la presse que je suis membre du gouvernement de M. Hissène Habré, que je suis secrétaire d'État au plan et à la coopération. Donc c'est à la radio que vous avez appris que vous êtes nommé dans le gouvernement tchadien. À quel poste? Au poste de secrétaire d'État au plan et à la coopération. À la réalité, quand j'ai appris que j'étais nommé, je ne voulais pas rentrer. Mais comme le principe de notre accord de Bagdad était que un des aspects, c'était la libération de nos camarades en prison, on a tenu notre bureau politique à Cotonou. Les amis m'ont dit, mais si tu ne rentres pas, nos camarades ne sortiront pas. Or, nous avons discuté pour que nos camarades sortent. Et c'était en quelle année, cette nomination? 89. 89. Et vous avez quitté ce poste quand? Après le coup d'État de M. Déby. Durant toute cette période, vous n'avez pas rencontré votre président? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que vous avez réussi à obtenir la libération des prisonniers relevant de votre faction? Effectivement, à ce titre, il faut être honnête, M. Habré a respecté cet engagement. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais vous raconter un peu
ce que Amnesty International a fait, ce qu'elle a appris entre l'année 1982 et la fin de l'année 1990 au Tchad. Au cours des années 80, je pense que nous avons publié environ 23 mini-rapports au sujet de ce qui se passait au Tchad. On a publié chaque année un rapport annuel où il y avait un chapitre au sujet du Tchad. On a publié chaque mois un bulletin mensuel. De temps en temps, il y avait un article au sujet du Tchad. De temps en temps, là-dedans aussi, il y avait un appel au sujet d'un ou une prisonnier d'opinion tchadien. L'objet, ce n'était pas de critiquer ce qui se passait au Tchad, c'était d'influencer les autorités tchadiennes. En novembre 1984, M. Hissène Habré avait tenu une conférence de presse devant des journalistes de la presse nationale comme étrangère. Et le contenu de cette conférence de presse a été transcrit par son agence de presse nationale. Et je voudrais être autorisé à vous faire écouter un élément sonore de 3 minutes sur la déclaration de Hissène Habré par rapport aux allégations d'Amnesty International. Il y a donc certains groupes qui n'ont pas voulu jouer le jeu de la réconciliation nationale. Et ce sont eux qui ont déclenché les hostilités dans le Sud. Du côté du gouvernement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de rétablir l'ordre et la sécurité. C'est tout. Ceci dit, la guerre, elle est ce qu'elle est. La guerre fait des victimes. Et personne de sérieux ne peut dire qu'il y a des guerres propres. Une guerre entraîne nécessairement des pertes, des dégâts, des souffrances. Ceci dit, les accusations d'atrocité, d'arbitraire, de massacre, ce sont là des affirmations gratuites, inacceptables. Ce ne sont pas dans nos méthodes. Et si nous faisons cette guerre, nous ne la voulons pas. Cette guerre nous est imposée. Et nous faisons tout pour éviter des pertes inutiles. Il y a bien sûr, dans cette situation, des gens qui ont été arrêtés, qui sont en prison pour entretenir des complicités avec les fauteurs de guerre. Et ceux-là, ils resteront en prison, ils passeront devant les tribunaux, ils seront jugés en due et bonne forme. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, Monsieur le Président? Le front sud qui se développe, vous parlez d'une guerre, ou le front nord qui pourrait se réveiller? D'abord, les deux choses sont liées. Quelle est la stratégie de Kadhafi? Kadhafi, contrairement à ce que certains milieux disent, a des ambitions expansionnistes claires. Il y a 10 ans, c'était la bande d'Aouzou. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du BET. Et pour assurer en toute impunité ces conquêtes, il faut entretenir le feu par le nord et par le sud. Et aujourd'hui, nous savons comment les maquis du sud sont ravitaillés. Nous avons des preuves physiques, nous avons des prisonniers qui ont été entraînés en Libye, acheminés à Cotonou, à Brazzaville, ensuite avec des passeports diplomatiques introduits par la RCA, par le Cameroun. Donc, pour mieux nous affaiblir, pour mieux assurer sa présence dans le nord et progresser, eh bien, il faut entretenir le foyer de troubles dans le sud du pays. Et je crois que c'est une bonne stratégie. À la place de Kadhafi, je ferai la même chose. Bien, merci. Les représentants des partis civils ont donc la parole pour leurs questions. Monsieur Mike, vous avez affirmé que pendant la période
82-90, vous receviez des allégations que vous tentiez de confirmer. Après 90, vous avez affirmé que vous avez constaté de vous-même la réalisation ou la confirmation de ces allégations. Aujourd'hui, ici à la barre, pouvez-vous confirmer que des tortures, que des disparitions forcées, que des exécutions sommaires ou extrajudiciaires à grande échelle se sont produites pendant cette période 82-90? Monsieur le Président, je peux le confirmer, que selon tout ce que nous avons appris, pas seulement avant décembre 89, mais après aussi, que ces violations massives ont eu lieu. Je voudrais dire que les crimes commis par le régime de M. Hissène Habré ne sont pas une fiction ou une simple légende. La Commission a estimé le nombre de personnes mortes à 40 000 victimes. Certains trouvaient cela un nombre exorbitant. Mais c'est une estimation de la commission d'enquête. Et comment nous sommes partis à ce chiffre? Nous avons à N'Djamena seulement, il y a à N'Djamena seulement 7 centres de détention. La piscine, la prison piscine, la prison appelée locaux ou messe de sous-officiers, la prison de la présidence de la République, la prison de la gendarmerie, la prison de la brigade spéciale d'intervention Bessir, la prison du camp des martyrs, la prison située au quartier Moursal. 7. Les conditions de détention sont si atroces, si difficiles que les gens meurent en grand nombre. Certains disent que dans notre centre de détention, les gens meurent 5, 6, d'autres 7. Mais vous avez vu vous-même le compte-rendu des agents pénitentiaires. 11, 32. Les exécutions, ça va jusqu'à 150 personnes. Donc, d'après les témoignages, d'après les documents que nous avons reçus à la DDS, nous avons pris la moyenne de 5 morts par centre de détention. Alors, M. Abakar, la première page, au 3e paragraphe, M. Saleh Younous, donc interrogé le 11 novembre 1991 à N'Djamena, et donc ancien directeur de la DDS, a dit ceci. Nous nous connaissons de longue date avec l'ex-président de la République et c'était en fonction de cette familiarité et de sa confiance qu'il plaçait en moi que j'ai été nommé directeur de la DDS. Est-ce que vous pouvez confirmer que M. Younous a déclaré, devant vous, a déclaré cela? Bien sûr, c'est un PV de la commission. Et puis, à la page 2, si vous tournez la page, mon rôle, comme celui de tout directeur, était de coordonner les activités de la direction, de centraliser les renseignements recueillis et de les transmettre au président. Oui. Et à la page 3, premier paragraphe, les ordres d'arrestation nous parviennent toujours du président par écrit ou verbalement. Oui. Deuxième paragraphe, toujours page 3. En principe, ni moi ni mes collaborateurs n'avons l'initiative des arrestations, mais certains de mes collaborateurs, tels que Bichara Chaibo, mon adjoint à l'époque, et Issa Harawai, avaient une grande marge de liberté dans leurs actions, car ils rencontraient eux-mêmes
directement le président? Oui. Quatrième paragraphe. Il est vrai que beaucoup de prisonniers sont morts d'épuisement ou de maladie dans les geôles de la DDS, mais d'autres sont enlevés la nuit des geôles ou même de chez eux directement et disparaissent. Ces opérations-là, ou plus exactement ces exécutions, étaient toujours ordonnées par le président et exécutées souvent par Issa Haraway. Oui. Sixième paragraphe. Je ne peux pas procéder à une libération de détenus que si le motif est mineur et surtout avant qu'une fiche ne soit adressée au président, car dans ce cas, seul le président peut décider de libérer le détenu. Oui. La quatrième page, paragraphe 2. Mais plusieurs de mes collaborateurs étaient souvent convoqués directement par le président de la République, qui leur confiait ces tâches sans passer par moi. Il arrivait quelquefois qu'à la suite de l'élimination d'un Tchadien à l'étranger, le président me demandait d'enquêter sur l'affaire alors que c'était lui-même qui en avait donné l'ordre. Oui. Troisième paragraphe. Il faut reconnaître que la mission première qui était assignée à la DDS a été progressivement modifiée par le président lui-même. La direction devait s'occuper au début de la sécurité intérieure et extérieure du pays, et notamment de contrecarrer toute action des Libyens contre le Tchad. Mais petit à petit, le président lui-même a donné une nouvelle orientation à la direction et en a fait un instrument de terreur. Oui. Après avoir relu le dossier, en tant que juge d'instruction, j'estimais qu'il y avait des indices suffisants de la commission de certains faits que j'ai pu qualifier de crimes donc de violation grave de droit international humanitaire, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. J'ai estimé également qu'il y avait lieu de délivrer un mandat d'arrêt international, puisque il eût été intéressant pour tout le monde, je dirais à la fois pour les plaignants, mais également pour la défense, que M. Abré puisse venir s'expliquer des faits qui lui étaient reprochés devant les juridictions belges qui étaient censées, à l'époque, le juger. Monsieur le juge, vous l'avez dit tout à l'heure, et ça se trouve même dans le dossier, que les plaignants se sont présentés en Belgique avec des documents, des plaintes. Certains détenus politiques ont été entendus par vous-même, des prisonniers de guerre aussi. Est-ce que lors de l'exécution de la commission rogatoire, vous avez pu vérifier les allégations de ces victimes et de ces témoins? Je dirais à partir du moment où nombreux de ces témoignages sont cohérents, se corroborent, s'entrecroisent avec, je dirais même après, autant de temps après les faits, avec autant de précision, ce sont des éléments effectivement à prendre en compte, qui permettent de donner une crédibilité certaine aux faits. The report that I have submitted to the court begins with new evidence that I collected in a visit to the archives last year. L'année passée, j'ai visité le Tchad et le témoignage que je suis en train de faire est basé entre autres sur des preuves additionnelles que j'ai pu découvrir durant la visite que j'ai faite au Tchad du 1er juin 2015 au 5 juin, du 1er juin 2014 au 5 juin 2014. The documents that were of most interest to us were the daily situation reports from the detention centers. L'un des documents sur lesquels notre travail s'est basé essentiellement, qui a attiré toute notre attention, c'est le rapport de situation journalière des locaux de détention des prisons tchadiennes. We focused on the period from May 1985 until May 1988. Notre travail s'est basé sur la période allant du 31 mai 1985 au 31 mai 1988. This is the period when the most number of reports were available. They were most clear, they were complete.
Justement, cela correspond à cette période où les rapports étaient les plus clairs, disponibles et détaillés. We had 518 reports from the 1,085 days in this period. Nous avons su travailler sur la base de 518 rapports des 1085 jours de cette période que j'ai déjà décrite. The daily situation reports of the DDS did not report the ages of the people dying. Les documents que nous avons reçus de la DDS sont des documents qui ne nous permettent pas de déterminer l'âge des prisonniers. Therefore, we calculate the crude mortality rate, which does not take into consideration age. En conséquence, nous nous sommes basés sur ce qu'on appelle le taux de mortalité brute, qui ne prend pas en considération l'âge des prisonniers. The second point that I want to bring to your attention Le second point sur lequel je voudrais attirer votre attention is the meaning of the peak in the middle of the graph. C'est la signification du pic que vous apercevez. This peak indicates that 0.6 people per 100 died each day during that, the moment of the peak. Ce pic nous renseigne que 0,6 prisonniers sur 100 meurent par jour. This is an extraordinarily high level of mortality. Il est évident que ce taux de mortalité est extrêmement élevé.